Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous. N'oubliez pas de poser vos questions à notre invité du jour, Christophe Girard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, pour la culture précisément. Et justement, une première question vraiment d'actualité. On vient d'apprendre il y a quelques minutes le décès de la cinéaste Agnès Varda, la figure de la nouvelle vague en France. Quelle est votre réaction ? Immense tristesse, et avec Anne Hidalgo, nous avions eu pour Agnès Varda une belle idée et que nous avons partagée avec elle fin janvier. Donc tout récemment, là, il y a tout quelques récemment, mois. Qui était lorsque Michel Legrand est mort, de se dire, mon Dieu, mais comme c'est triste que des noms soient donnés à des grands lieux de Paris seulement une fois que l'on est mort. Et avec Agnès, on avait eu cette conversation sur le fait que l'on avait envie que le Forum des images puisse porter son nom. Et elle nous avait dit, à la mère et à moi, je vais réfléchir. D'accord. Voilà, et elle est partie. Et aujourd'hui, vous pensez que vous allez baptiser le Forum des images On doit, d'abord, elle vient de partir, oui. Donc il y a le temps du deuil, et puis des discussions avec Rosalie, sa fille, avec son entourage. Et voilà, plus tard, dans quelques semaines, bien sûr, on abordera la question d'un lieu dans Paris, comme le souhaite Anne Hidalgo, comme elle me l'a dit tout à l'heure, mais c'est un peu tôt. Qu'est-ce que vous gardez en souvenir de cette artiste ? Beaucoup le cinéma récent, même si l'œuvre est immense. Je repense à elle et ce fameux film avec les pommes de terre, par exemple, les champs de pommes de terre. Vous savez, elle a une maison à Noirmoutier. Et elle aime beaucoup l'agriculture, elle aime beaucoup les champs, elle aime beaucoup la culture. Et je pense aussi à ce film avec J.R., qui est un film d'une modernité incroyable. Donc Agnès Varda était hors du temps, et l'œuvre est universelle. D'ailleurs, les Américains ne s'y sont pas trompés en lui donnant un Oscar pour l'œuvre de sa vie. Oui. On va parler également des élections municipales, parce que vous savez, beaucoup d'ambitions se révèlent à un an maintenant de cette élection. Hier, c'est l'ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui a déclaré sa candidature officiellement. Il dit vouloir redonner le plaisir et la fierté des Parisiens de vivre à Paris et remettre la capitale en marche. Comment vous réagissez ? D'abord, respect à toutes celles et ceux qui, parce qu'ils ont un petit peu d'expérience, peut-être pas locale dans son cas, puisqu'il n'a jamais été élu à Paris, mais ont de l'ambition pour Paris. Avoir de l'ambition pour Paris, c'est avoir de l'ambition positive. Mais voilà, bienvenue dans la course. Après tout, voilà, tout est ouvert. Mais je pense que M. Griveaux va découvrir la réalité de ce qu'est la capitale, la ville la plus dense d'Europe. C'est un millefeuille avec toute sa complexité, mais nous serons dans une campagne très respectueuse. Alors, la phrase qui parle de redonner aux Parisiens la marche, la fierté, le plaisir, sont des formules de communicants. Ouais. Voilà, on viendra aux choses sérieuses un petit peu plus tard. Est-ce que c'est quand même le concurrent le plus sérieux, à votre avis, pour la maire Anne Hidalgo ? Il ne faut pas sous-estimer la candidature de Rachida Dati. Oui. Il ne faut pas sous-estimer Mounir Majoubi, qui est un social-démocrate, un humaniste, qui a des valeurs proches des nôtres. Qui est aussi à La République En Marche. Tout à fait, mais j'ai l'impression qu'un indicateur a été donné de la part d'En Marche, si j'ai bien compris, vers Benjamin Griveaux. Moi, je l'ai connu tout jeune, lorsqu'il était rue de la Planche, dans le club de réflexion. Il était un jeune stagiaire, je crois, auprès de Dominique Strauss-Kahn. Voilà, donc c'est vrai qu'il il vient pas d'arriver. Il a une longue expérience, pas d'apparatchik, mais un petit peu. Est-ce que pour autant, le fait qu'énormément de candidats se déclarent en ce moment doit amener Anne Hidalgo à accélérer son calendrier, elle aussi à entrer dans la course ? Quand est-ce qu'elle va se déclarer candidate ? Anne Hidalgo, d'abord, est maire de Paris, donc elle a un travail quotidien considérable. Ouais. Et je pense que pour l'instant, c'est à la fois terminer les chantiers engagés. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a 6 000, dont 7% de ces chantiers relèvent de la ville, le réaménagement des places, l'élargissement des trottoirs. Partout dans la capitale, voilà, beaucoup s'en plaignent. Oui, mais vous savez, s'il n'y avait pas ces travaux, on aurait sans doute plus de drames comme celui de la rue de Trévise. Donc, réjouissons-nous, rassurons-nous que la ville est entretenue pour ces canalisations, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, la téléphonie, l'électricité, le gaz. En effet, c'est nécessaire que la ville soit entretenue. Quand on fait des travaux chez soi, en général, on gêne ses voisins, c'est bien connu.
Vous, personnellement, vous êtes élu du 4e arrondissement. Est-ce que vous avez pris votre décision? Est-ce que vous allez vous représenter? Écoutez, moi, ce que je sais pour l'instant, c'est que j'ai un mandat qui est celui de la culture à Paris, capitale du monde de la culture. Donc, j'ai beaucoup de travail quotidien. Il y a un certain nombre de dossiers qui sont en route, comme un projet dont je vous dirai un mot tout à l'heure, Paris-Sécli, le 15 mai. Et je crois que le temps, même pour moi, n'est pas venu de penser à ma propre candidature ni échéance. Moi, je suis là pour que la maire de Paris termine ce mandat dans une plénitude et un grand sérieux. Nous sommes là, nous sommes une équipe. Et comme elle a beaucoup d'autorité... La maire de Paris ? Elle a beaucoup d'autorité. Oui, justement, on va en parler. Elle a beaucoup d'autorité. Cette autorité nous oblige à être excellents. Oui. Et les meilleurs possibles. Et une autorité qui n'est pas parfois un peu excessive. Par exemple, je reprends le livre écrit par des journalistes du Figaro sur la reine-mère de Paris, qui décrit effectivement une mère très autoritaire qui même parfois dirige toute seule. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette description? Alors, je ne suis pas d'accord, puisque contrairement à eux, moi, je vis au quotidien avec la maire de Paris, comme toutes les adjointes et tous les adjoints. Or, c'est sans doute la maire de Paris la plus joignable qui soit. Elle écoute, et moi, je vois... Est-ce qu'elle prend en compte? Bien sûr. Oui. Vous savez, je ne serais pas avec elle si j'étais un stagiaire ou un assistant. La maire de Paris, d'abord, respecte les élus. Elle écoute les avis, mais après, elle tranche. C'est elle, la maire de Paris. Le passage en force, c'est sa méthode, selon vous, sur des dossiers comme la police municipale ou sur le Vélib? Non, elle veut convaincre. Elle veut convaincre. Elle veut convaincre et elle a besoin d'écouter tous les points de vue. Vous savez, sur la transition écologique et sur les mesures qu'elle a prises pour le climat, c'est bien parce qu'elle a écouté les pneumologues, les scientifiques, les chercheurs, celles et ceux qui connaissent l'enjeu climatique et l'état de la pollution à Paris, qu'elle a pris ces décisions. Ce ne sont pas des décisions sorties d'un chapeau ou d'un programme électoral conçu par des communicants. Mais justement, on va certainement lui rétorquer son bilan, c'est-à-dire qu'un récent classement sur les métropoles dans le monde entier classe Paris à la 25e position sur 25 en termes d'engagement écologique et de bilan justement sur ce thème-là. Alors que c'est un de vos marqueurs forts. Elle est classée mondialement comme l'une des maires les plus engagées pour le climat et pour la réduction de la pollution qui passe par la réduction de l'automobile et des véhicules polluants. Mais le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas, mais c'est qu'elle a raison. Ce classement montre bien qu'il y a urgence, c'est bien pour ça qu'elle accélère le calendrier. Et puis, vous savez, on a tort aussi de ne pas regarder la réalité. Paris est une cuvette. C'est la ville la plus dense d'Europe. 2,5 millions d'habitants, 5 millions dans la journée. 105 km². Mais la pollution, vous savez, elle vient aussi de l'extérieur. Par exemple, la question de l'épandage dans les zones agricoles de Seine-et-Marne ou d'autres départements qui font des émanations d'ammoniac au dioxyde d'azote viennent dans la capitale. Ça, ce n'est pas de votre compétence. Ben non. Donc Paris subit la pollution extérieure également. Voilà, je crois qu'il faut être sérieux. Vous mettez en cause la région Île-de-France? Non, pas la région Île-de-France. Je mets en cause tout simplement la réalité qu'il y a trop de pollution, parce que c'est la réalité et que la maire de Paris, on ne va pas lui reprocher d'avoir écouté des gens qui savent mieux que nous, qui sont les pneumologues, qui sont les climatologues, qui sont les scientifiques. Jean Jouzel me semble être quelqu'un de pertinent. Donc son point de vue doit être écouté, c'est ce que fait Hidalgo. Et vous n'êtes pas inquiet quand même pour son bilan? Dans un an, les Parisiens vont voir, vont se dire sur les chantiers tels que Vélib, Autolib, etc. Il y a eu quand même des faiblesses. Mais quelle est la ville qui ferait tout parfaitement, je veux dire comme ça, tout de suite? Donc vous assumez? Bien sûr, on assume sur les travaux la réalité. Comme je vous l'ai dit, 6 000 travaux en cours, eh bien 7% de ces travaux relèvent directement de notre responsabilité, mais nous assumons le fait que la ville est entretenue et en réparation. Bien évidemment, le patrimoine est entretenu, c'est très important, la plus grande capitale culturelle du monde. Or, ça ne se fait pas sans travaux. Vous espérez qu'elle soit réélue? Les sondages montrent qu'elle est, pour l'instant, en tout cas, la favorite. Moi, je souhaite qu'elle soit réélue pour plusieurs raisons. Oui. D'abord, elle a fait la démonstration qu'une femme écoute beaucoup. Et lorsqu'elle rencontre ses homologues à travers le monde, que ce soit des élus d'Afrique ou des élus américains comme Michael Bloomberg, qui la soutient beaucoup, elle en tire des leçons qu'elle applique à Paris et qui nous sont très utiles. Elle est très soutenue, elle est très aimée. Beaucoup de patrons viennent la voir parce qu'ils savent qu'elle a raison et qu'elle est courageuse. Paris, c'est aussi la ville depuis 4 mois des Gilets jaunes. Est-ce que vous avez constaté des dégâts, par exemple, sur des infrastructures artistiques
comme vous êtes élu en charge de la culture? Alors, chaque week-end, je fais partie des élus qui se réunissent dans la salle de veille opérationnelle tous les samedis pour suivre l'évolution des manifestations. Et en effet, je prends ma part de responsabilité en étant en relation avec les directeurs de théâtre, les directrices et les directeurs de musées, mais souvent bien au-delà avec mes collègues maires d'arrondissement, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Là où les dégâts sont possibles, les violences sont possibles, nous sommes en responsabilité. C'est le rôle d'un élu. Le détail, mais aussi les plus grands sujets. Vous vous êtes engagé avec Daniel Cohn-Bendit au début des années 2000, même années 90. Est-ce que vous allez voter pour les élections européennes? Et si oui, pour qui? Alors, je suis un Européen convaincu. Anne Hidalgo a créé une base politique qui est très ouverte. Comme vous savez, elle va des écologistes en passant par génération. Ce qui parfois pose des problèmes. Oui, mais c'est ça la difficulté d'une majorité quand vous rassemblez. Donc il y a bien longtemps qu'Anne Hidalgo a ouvert sa majorité jusqu'au En Marche, compatible. Oui. Donc moi, je voterai en effet aux élections européennes. J'étais candidat en Italie en 2004. Donc l'Europe, c'est mon ADN. Et je suis très séduit, en effet, par le fait que Place Publique, avec Raphaël Glucksmann, ait ouvert le champ en réunissant le plus possible de sensibilités. Très bien. Un petit mot sur ce projet. Paris s'écrit. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'intérêt? Il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, nous vivons tous avec des envois de SMS intempestifs. Nous lisons des centaines de mails par jour. C'est une révolution que j'aime, j'y participe, je suis sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Mais retrouvons le plaisir du geste de l'écriture manuscrite. Donc le 15 mai, en partenariat avec la Poste, les postes seront ouvertes, un timbre va être édité. Nous invitons chaque Parisien, chaque Parisienne, les enfants, toute génération, à envoyer un mot à une personne de leur choix. Les concierges des hôtels sont mis à contribution, les kiosques sont invités à vendre des cartes postales, les bibliothèques, les mairies avec des écrivains publics, de façon à ce que ce jour-là, avec le timbre spécial Paris s'écrit, Paris apostrophe écrit, avec de très belles cartes postales, fasse l'objet d'une passion pour le mot que l'on envoie, un mot d'amour. On peut envoyer un mot à Mbappé, on peut envoyer un mot au pape, on peut envoyer un mot à la maire de Paris, on peut envoyer un mot à sa grand-mère qui habite l'Algérie ou à sa grand-mère qui habiterait dans les Dom-Tom. Voilà, je pense que c'est une belle initiative pour s'engager. Quand on envoie un mot que l'on écrit, on le met dans la boîte aux lettres. Une fois qu'on l'a écrit, on s'est engagé, on ne revient pas en arrière. Le SMS, on peut l'effacer. Très bien, merci beaucoup Christophe Girard. On passe maintenant à vos questions avec Jérémy Pontieux. Bonjour Jérémy. Bonjour Mathilde, bonjour Monsieur Girard. Alors j'avais une première question de Rolieta tout simplement qui nous dit « Dans tous les arrondissements, le prix des loyers augmente. Comment enrayer ce prix ?» La maire de Paris a déjà pris une décision, c'est de demander au gouvernement, à l'Assemblée nationale, de légiférer, de nous aider pour réencadrer les loyers. Ce qui a été fait, puisque Paris a voté le réencadrement des loyers. En effet, Airbnb, on le sait, est un fléau absolu. Moi, j'habite dans un immeuble, en effet, où parfois des locataires ont l'indélicatesse de saouler en Airbnb. Donc, c'est lutter contre Airbnb. C'est ce que fait mon collègue Yann Brossat, l'adjoint chargé du logement. Je crois que la volonté, et c'est aussi de faire plus de logement social, ce que fait Anne Hidalgo, 10 000 par an. C'est un choix politique. Nous assumons plus de logement social, moins de Airbnb. C'est un combat que nous menons, en effet, pour lutter contre le logement beaucoup trop coûteux. Vous voyez quand même que les classes moyennes ne peuvent plus vivre ou même acheter dans Paris et vont d'ailleurs s'installer dans les communes périphériques. Alors, ayez en tête quand même que Paris, c'est aussi la métropole du Grand Paris. Paris est tout petit. Quand vous prenez Paris et que vous comparez à Londres, à Berlin ou à Rome, Paris se trouverait au milieu de toutes ces grandes villes qui sont beaucoup plus larges, qui sont 10 fois plus grandes. Voilà. Donc, ça n'est pas scandaleux d'habiter la couronne ou les villes autour de Paris. Quand on voyage, d'ailleurs, qu'on demande à quelqu'un « tu es d'où, vous êtes d'où ?» Ils disent de Paris, en général. Ils ne sont pas forcément de Paris, mais ils sont également des Lilas, de Boulogne ou d'ailleurs. Donc, il ne faut pas considérer que d'habiter à l'extérieur du périphérique serait une punition. Et Paris est une ville de 5 millions d'habitants dans la journée. La moitié sont des gens qui viennent travailler ou visiter. L'autre moitié sont des gens qui habitent. Vous savez, à Paris, c'est 60% des Parisiens qui sont éligibles au logement social. Donc les 10 000 logements sociaux pour celui qui a posé la question, voilà, ça n'est pas suffisant, mais c'est une volonté politique très forte de la maire de Paris. Plus de logements sociaux pour les classes moyennes.
Sur le Figaro.fr, je me mêle, nous dit la ville de Paris. Alors, c'est son avis, bien entendu, est très abîmé par des projets architecturaux. Et il nous cite la Canopée des Halles, la Nouvelle Samaritaine. Il se demandait ce que vous pensiez de ces projets. Et je rebondirai sur une deuxième question qui est proche. C'est le bouquet de Jeff Koons qui obtient le feu vert. Je sais que vous l'avez soutenu. Mazardieu se montre assez sceptique. Il nous dit il faut savoir que tout cela enrichira Jeff Koons et appauvrira Paris, car finalement, c'est Paris qui paye pratiquement tout. Est-ce que vous pouvez peut-être lui répondre? Alors, d'abord, sur Jeff Koons, non, Paris ne paie pas, puisque c'est un cadeau des États-Unis. Et ce sont des fonds privés qui financent la production de l'œuvre, qui existe d'ailleurs. Elle est déjà entreposée en Allemagne, il n'y a maintenant plus qu'à l'installer. Ce que la ville paie, c'est en effet l'aménagement de cet espace vert qui est à l'arrière du Petit Palais, derrière le restaurant Le Doyen, en face de l'ambassade des États-Unis. Donc oui, la ville entretiendra le jardin comme elle le faisait déjà. Mais Jeff Koons, non. C'est 0 € pour le contribuable parisien, en dehors de l'entretien du jardin et l'installation évidemment dans le sol. Et sur la question peut-être des projets architecturaux, c'était sur le Figaro.fr qu'on avait Je me mêle qui nous posait cette question de savoir ce que vous pensiez des derniers. Alors lui, il cite la Canopée des Halles à la Nouvelle Samaritaine. Là, on a le 30e anniversaire de la pyramide du Louvre de Peille. C'est bien l'exemple que ce qui dérange... Regardez la Tour Eiffel. Elle était contestée, la pyramide du Louvre contestée, les colonnes de Buren, un certain nombre de bâtiments nouveaux sont contestés. C'est comme ça que ce qui est moderne aujourd'hui devient un jour classique. Alors parfois, il faut un petit peu de temps. Combien de bâtiments que nous n'aimions pas des années 50 ou même du 19e, ce patrimoine industriel, aujourd'hui est aimé. Notre goût évolue, mais je trouve qu'on a le droit d'aimer ou de ne pas aimer. Je trouve que le goût et le dégoût est une bonne chose en démocratie. Le ministre des Comptes publics qualifie la redevance TV d'impôt assez injuste et souhaite la supprimer. Benny Oui nous dit, vu l'infinie médiocrité des programmes du service public, que rien ne se distingue plus du privé, autant privatiser et donc supprimer la redevance. Il se demande ce que vous en pensez. Alors, je trouve que c'est un jugement un peu radical parce que moi, il y a des chaînes que je regarde, particulièrement comme Arte ou comme La 5, avec de très bonnes émissions, ou RFO. Je trouve qu'il y a quand même des programmes de bonne qualité, mais en effet qui n'ont pas de grandes audiences. Oui, il faut que la redevance corresponde à un service public. Le service public, en plus, est nécessaire parce que, à mon avis, c'est un vecteur d'éducation. Mais c'est bien qu'il y ait des remarques critiques pour exiger en effet un meilleur service public. Comment est-ce que vous voyez l'éclosion de Netflix et son investissement plus massif en France, nous demande un internaute. Est-ce que vous voyez ça d'une bonne manière? Moi, je suis pour la taxation absolue et absolument radicale de ce qu'on appelle les GAFA. Donc tout ce qui relève des nouvelles technologies, on ne pourra pas aller contre. Donc il faut accompagner, il faut se mettre dans le champ de cette nouvelle vie, d'où l'opération Paris s'écrit. On va retrouver pendant une journée le plaisir d'écrire à la main, de faire l'effort d'écrire. Je pense que tout n'est pas contradictoire. Voilà. Mais Netflix, je pense que c'est une réalité. Moi, mes enfants sont de la génération Netflix. Moi, je suis de la génération de la cinémathèque. Ouais. J'avais une question d'Armand sur Twitter qui nous dit, vous avez lancé en septembre dernier La Gauche en Mouvement. Quelle ambition portez-vous avec la création de ce club de réflexion ou mouvement, nous dit-il? Je pense qu'il est toujours bien d'avoir un espace de réflexion indépendant et autonome. Donc vous n'êtes plus au PS? Non, c'est ça. Vous avez fait le choix de quitter l'appareil socialiste. Voilà, moi je suis... Anne Hidalgo a gardé sa fidélité, mais beaucoup d'élus... Alors je garde des liens avec le Parti socialiste, qui a une très grande histoire et qu'il faut respecter. Voilà, il y a un bilan, il y a une histoire, et puis il renaîtra. Mais moi, dans ma configuration personnelle, j'étais plus à l'aise avec mon club de réflexion, de manière à permettre à des femmes et des hommes qui sont un peu perdus dans le champ politique d'aujourd'hui. Vous savez, le président Macron a quand même cassé les partis traditionnels pour faire un grand parti assez autoritaire, qui est la République En Marche. En tout cas, qui est très hégémonique, peut-être pas autoritaire, mais très hégémonique. Donc, on a besoin que fleurissent... Hégémonique aussi à Paris, vous les voyez beaucoup? Ah bah, ils sont partout. Ouais, ils veulent le pouvoir partout. Donc, moi, j'aime les démocraties où il y a des contre-pouvoirs. Donc, je ne peux être que pour voir fleurir des clubs de réflexion. Et puis, mon club de réflexion, nous sommes déjà une centaine, apportera des contributions au programme d'Anne Hidalgo, que je souhaite être candidate pour qu'elle puisse continuer dans le champ qu'elle a ouvert de la transition écologique et la transformation de Paris. Peut-être une dernière question. Le commentaire nous dit, sur le Figaro.fr, je précise, avec la problématique des camps de migrants à Paris, quelle est la position du PS sur l'immigration? Et je pense qu'il y avait un rebond d'un autre internaute aussi, qui nous demandait la même position suite au préfet de l'Île-de-France, Michel Cadot, qui a vivement riposté aux accusations de chaos lancées par la maire de Paris sur la situation des campements. Alors, la maire de Paris, d'abord, ne lance pas des termes comme ça...
pâture de chaos, mais simplement la réalité est ce qu'elle est. La sécurité, c'est l'État, c'est le ministère de l'Intérieur. Les effectifs de police, c'est l'État. La lutte contre le terrorisme, c'est l'État. La lutte contre, en effet, plutôt le travail pour la sécurité, c'est l'État. Donc quand il y a des camps de migrants qui s'installent, bien évidemment que nous avons besoin du soutien de l'État. Même si la maire de Paris, avec son adjointe Dominique Versini, font un travail considérable d'accueil des migrants, d'ouverture des mairies et de salles de la ville pour permettre... Ça a été fait, ça, l'ouverture de la mairie pour des migrants, pour des SDF, c'était... Partout où nous pouvons aider celles et ceux qui sont à la rue, en particulier les femmes avec leurs enfants, la maire mène un travail considérable. Elle a ouvert l'hôtel de ville pour les femmes seules à la rue. Il y a peu de villes qui font ce travail, mais elle ne peut pas prendre la part de toute la France. Paris n'est que Paris, la maire de Paris n'est que la maire de Paris. Très bien, merci beaucoup Christophe Girard d'avoir été avec nous. Merci Jérémy. Et à lundi pour une nouvelle émission du Talk sur le Figaro.fr.